En un mois, cet été-là, la paix est assassinée 2 fois, entraînant 30 millions de morts. Les 2 meurtriers, jeunes exaltés nationalistes, jouaient, probablement sans le savoir, le jeu de service secret. Vienne et Berlin ont mis leurs ressources en commun sur les questions slaves. L'Allemand Nikolai dirige ce super service de renseignement, persuadé que les peuples germaniques sont nés pour dominer le monde. Héritier du double trône austro-hongrois, François Ferdinand aime tous ces peuples. Tchèques comme son épouse, musulmans, slaves, juifs, allemands, tziganes, il veut les réunir dans une confédération de peuples égaux en droit sur le modèle helvétique. Les gentilles idées de Franz Ferdinand sont un obstacle au plan belliqueux tramé par les états-majors de Vienne et Berlin. À Saint-Pétersbourg, l'Okhrana, la police du tsar, tient d'une main de fer le patchwork ethnique russe. Ses dirigeants pan-slavistes voient en Moscou la 3e Rome qui doit diriger le monde au profit des Slaves. Ils veulent chipper la Bosnie, la Croatie et la Slovénie à Vienne pour les offrir à la Serbie, créant ainsi la Yougoslavie, le pays des Slaves du Sud. Mais si Vienne intégrait ces Slaves, ce projet nationaliste n'aurait plus de sens. Des peuples égaux en droit à quelques verstes de la place rouge serait un mauvais exemple. Les Slaves ne sont pas tous extrémistes. Sazonov, le ministre russe des Affaires étrangères, et Pašić, le premier serbe, maintiennent le dialogue avec leurs homologues de Vienne et Sarajevo. Au contraire, le baron von Hartig, ambassadeur russe à Belgrade, est un panslaviste déclaré, ou l'un de ces agents doubles qui adorent se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas. Von Hartig, d'origine allemande, complote avec Apis, le colonel Dragutin Dimitrievitch, un dur, chef des services secrets serbes et créateur de la Main Noire. Société pas très secrète puisque Pašić apprend qu'un attentat menace l'archiduc Ferdinand à Sarajevo. Il prévient Vienne, où l'état-major refuse une escorte militaire, l'épouse de l'archiduc étant roturière. Le tireur, Gavrilo Princip, est un jeune anarchiste serbe sans le sou, condamné par la tuberculose. A-t-il vendu son méfait ? Torturé, il lâche facilement le nom de la Main Noire. Mais qui est derrière ? L'ambassadeur Hartig meurt d'une crise cardiaque à l'ambassade autrichienne. Dimitrievitch est arrêté à Belgrade, mais la Serbie n'extrade pas ses ressortissants. Vienne et Berlin lui déclarent alors la guerre. Moscou vole à son secours, entraînant ses alliés, Paris et Londres. Ravis d'être débarrassés du gentil Ferdinand, les états-majors allemands et autrichiens espèrent une victoire rapide. Ils ont bien préparé la guerre. Tout n'est pourtant pas encore joué. 2 ans plus tôt, les chefs socialistes de toute l'Europe se sont jurés de déclencher une grève générale internationale si la guerre devait être déclarée. Ils se réunissent en urgence à Bruxelles, fin juillet. Jean Jaurès, le tribun français, croit encore pouvoir empêcher la boucherie. Une grève des transports paralyserait les mobilisations. Mais ce doit être dans chaque pays, et sinon c'est livrer la nation à l'ennemi. Hélas, les dirigeants socialistes allemands et autrichiens font faux bond et refusent la grève. Ils ne laissent même pas Rosa Luxembourg, la pacifiste russo-allemande, s'exprimer à la tribune. Les Russes sont particulièrement remontés, mais leur principal tribun, qui sait si bien galvaniser les foules, un certain Lénine, est retenu par la police autrichienne. Sa maîtresse, Inès Armand, le remplace à la tribune, mais ce n'est pas pareil. Libéré par les Autrichiens après le congrès raté, Lénine se réfugie en Suisse. Rentré à Paris, Jaurès croit encore à la paix. Son ami, le secrétaire d'État Ferry, le prévient qu'il va se faire assassiner s'il persiste. L'Allemagne veut en découdre et lance un ultimatum à la France, qui s'apprête à le refuser.
Jaurès veut dénoncer ce qu'il appelle la trahison du gouvernement. Son assassin, Raoul Villain, ne lui en laisse pas le temps. Immédiatement arrêté, cet étudiant catholique répète les accusations de la presse nationaliste. Jaurès trahit la patrie. Mais Villain a sur lui une forte somme d'argent. Il connaît l'ambassadeur de Russie, Alexandre Izvoz, qui bétonne depuis des années l'alliance franco-russe et les liens avec Londres. La presse vante l'emprunt d'une part et attise la haine du Boche de l'autre. Si Jaurès avait pu empêcher Paris d'entrer en guerre, Moscou se serait retrouvé seul face à Berlin et Vienne. Izvozki le savait. Et 3 jours après l'assassinat, au soir de la déclaration de guerre, il lâche, euphorique, « C'est ma guerre !» Comme souvent, dans les affaires d'espionnage, les preuves font défaut. Jaurès entravait l'effort de guerre, et Villain aurait pu agir seul ou actionné par le 2e bureau français. Dès l'assassinat, les socialistes se rallient à l'Union sacrée et entrent au gouvernement.